Chers membres du Swissboard Forum, j'enlève mon masque parce que je respecte les distances qui sont prévues et des distanciations sociales et je suis à plus d'1,50 m de chez vous, donc je vais m'exprimer sans masque. Merci d'être venus ici et de respecter ces règles avec vos masques. Merci aussi aux personnes qui nous rejoignent sur la vidéoconférence. Et chers amis, mon nom est Dominique Frémont, je suis membre du conseil consultatif de Swissboard Forum et j'en étais le vice-président pendant 10 ans de cette association. Je suis administrateur indépendant depuis 23 ans et j'ai une expérience de 25 ans dans les technologies de l'information, IBM, Unisys et Tata Consultancy Services. On va parler de cybersécurité aujourd'hui et j'ai une question très précise. Avez-vous mis à jour votre logiciel Apache Struts dans la version 2.5.22 ? Si vous n'avez pas fait ça sur votre site web, vous allez avoir des problèmes. Oui, je vois qu'on a affaire à un connaisseur. Mais en fait, le thème de la cybersécurité est un thème qu'on peut aborder de nombreuses manières et très différentes. Aujourd'hui, nous avons choisi, puisque nous sommes au Swissboard Forum, de l'aborder du point de vue de la gouvernance. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les questions essentielles que les administrateurs devraient se poser en relation avec la cybersécurité. Pour cela, nous allons avoir affaire à deux professionnels qui sont parfaitement complémentaires. Gabriela de Godefroy, qui va nous rejoindre après, senior manager et qui est responsable de la cybersécurité en Suisse romande pour EY Suisse. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle conseille ses clients sur les thématiques de cybersécurité et de résilience. Et enfin, Laurent Blutien, qui est partenaire, qui est le responsable d'audit pour la Suisse romande, qui est vice-président du conseil d'administration. Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre. Depuis plus de 20 ans, Laurent aide ses clients à protéger leur réputation financière et ils accompagnent des dirigeants d'entreprise dans la définition de leur stratégie de défense et ils les soutiennent aussi dans des cyberattaques afin d'aider à la reconstruction de leur système d'information. Pour le déroulement de cette manifestation, nous avons prévu le déroulement suivant. Je vais vous faire une brève introduction à la cybersécurité. Ensuite, Gabriela, je vais lui demander de venir et vous préciser un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité, c'est quoi le périmètre, et surtout, elle va nous faire une démonstration presque en live de comment il est relativement facile de faire une attaque cyber sur vos portables ou sur vos PC. Puis après, Laurent, lui, vous dira, comme administrateur, comment je perçois les choses et quels sont les enjeux au niveau d'un conseil d'administration. Ensuite, je leur poserai quelques questions, des nasty questions, non, plutôt des questions, je dirais, de bon sens que comme administrateur normal, je devrais me poser et je leur poserai à eux d'abord. Et ensuite, on a l'occasion de prendre vos questions et ainsi d'avoir un dialogue avant de terminer par une conclusion de Laurent sur le take-home value. Quelles sont les 3 choses essentielles dont vous devez vous rappeler en quittant cette conférence? Et puis, à la fin, Sandrine vous invitera à participer, dans les règles du jeu, bien évidemment, à un apéritif dînatoire. C'est clair qu'on va regretter l'absence des gens qui sont sur la vidéoconférence, mais ma foi, ceux qui sont venus ici, il faut bien qu'ils aient une petite récompense. Voilà. J'aimerais juste vous rappeler, en 2017, en mai, on apprenait que des pirates informatiques ont attaqué et espionné le groupe de défense et d'armement RUAG, dont la Confédération est l'actionnaire unique. Une attaque qualifiée de grave par sa durée, son ampleur et la qualité des données dérobées. L'espionnage a duré plus d'une année, permettant le vol de plus de 20 gigaoctets de données. La stupeur à l'époque, c'est de voir que le maliciel utilisé, qui s'appelle Turla, est un produit russe et que RUAG partage des interfaces informatiques avec la Confédération et plus particulièrement le département de la Défense, et ce qui fait que ce vol pourrait aussi avoir touché des annuaires de messagerie de la Confédération. Ce qui est important, c'est que ce cas a éveillé la conscience sur l'extrême nudité de la Suisse face aux cyberattaques. Nudité ou naïveté. Et pourtant, RUAG est une société spécialisée dans le cyberespace et la sécurité. Or, ce qui est piquant, c'est de savoir que c'est le service de sécurité et de renseignement de la Confédération qui a détecté l'attaque, et non pas RUAG, et que ce fameux service de renseignement a été informé en réalité par un service de renseignement étranger.
Donc c'est quand même pas terrible pour notre propre réputation. Cerise sur le gâteau, une analyse technique menée suite à la découverte de ce piratage a montré que des mesures simples et peu coûteuses auraient permis de se protéger contre ce maliciel utilisé, déjà connu par des experts internationaux, car il avait touché d'autres entreprises et ambassades en Europe. Donc là, on est en 2007, on se dit, tiens, on a fait des progrès depuis, tout va bien. J'aimerais encore brièvement rappeler une expérience que j'ai vécue en début d'année, où je me trouvais dans un hôtel à Meisterschwanden, près de Zurich, avec la direction suisse d'une entreprise internationale. Nous étions là pour un séminaire de stratégie, 2 jours, et il s'agissait de réfléchir à l'avenir de la société. On commence le séminaire comme prévu, mais au milieu de matinée, un des membres de la direction, celui qui est chargé de l'informatique, reçoit un petit SMS et nous quitte, vraisemblablement un petit peu inquiet et sans donner d'explication. Une demi-heure après, c'est au directeur général qui reçoit, semble-t-il, aussi un SMS un peu inquiétant et qui nous dit « Chers collègues, il me semble qu'on a des problèmes informatiques, je dois vous laisser pour discuter avec notre responsable pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. » On est un peu déstabilisé, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on ne nous parle que de problèmes informatiques. On continue nos réflexions sans les absents, mais ces derniers réapparaissent extrêmement préoccupés. La société venait d'être victime d'une cyberattaque qui a commencé dans la filiale au Canada, qui a passé par la filiale française et qui a atteint la Suisse en quelques heures, ce qui fait que l'ensemble de l'entreprise et ses quelques milliers de collaborateurs ont été tous bloqués. Plus d'emails qui fonctionnaient, plus de capacité de relation avec des collaborateurs comme avec les clients, puisque les adresses email étaient toutes corrompues. Il a fallu immédiatement trouver d'autres moyens de continuer à informer tous les collaborateurs en interne et les clients. Donc le séminaire stratégique s'est transformé en séminaire de gestion de crise. L'avantage, c'est qu'on était tous présents au niveau de la direction générale. L'inconvénient, c'est qu'on n'avait pas des procédures de gestion de crise qui étaient prêtes et qui étaient adéquates. Cette attaque a perturbé le fonctionnement de l'entreprise pendant de nombreuses semaines et a eu des coûts conséquents déjà dans le fonctionnement interne, bien sûr, le manque d'efficience et tous les problèmes à régler, mais aussi vis-à-vis des clients, puisqu'on n'a pas pu répondre notamment à des appels d'offres, ce qui représente quelques centaines de milliers de francs, si ce n'est plus, d'opportunités d'affaires perdues. À ce jour, heureusement, l'entreprise n'a pas fait faillite, mais la leçon lui a coûté très cher et elle sait maintenant que personne n'est à l'abri et que le problème peut réapparaître demain. Donc, vous voyez les enjeux de la cybersécurité. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre pour en parler. Et maintenant, Gabriela de Godoy, qui nous vient du Brésil, enchantée Gabriela de te avoir parmi nous, qui a fait une formation dans les sciences informatiques au Technological College de Sao Paulo. Elle a ensuite travaillé pour Pirelli, un grand fabricant de pneus, où elle était e-business analyst et web développeur. Et ça fait 10 ans qu'elle a rejoint EY, où elle est la spécialiste de la cybersécurité. Et elle a autrement suivi une formation à Harvard et à l'université de Saint-Gall. Donc, Miss Cybersécurité, je te passe avec plaisir la parole. Et je te propose de venir nous rejoindre ici. Merci beaucoup. On a juste un problème technique, typique. J'essaie de... Une attaque. Non, ce n'est pas une attaque. Ça, on est sûr. On n'est pas sûr jamais, c'est vrai, on n'est pas sûr, mais bon. Ah, ça a l'air d'apparaître. Alors, pendant qu'elle règle ce problème technique, juste vous dire qu'en Suisse, on a quand même des très très bonnes compétences dans le domaine de la cybersécurité. Certains d'entre vous ont entendu parler de la Trust Valley à Zug, mais il existe en Suisse romande aussi une Trust Valley, et il faut savoir qu'il y a à peu près 300 organisations qui font partie de cette Trust Valley, des startups, des entreprises, mais aussi l'école technique, des entreprises académiques, et que parmi ces 300 entreprises, 40 sont spécialisées dans la cybersécurité. Donc on a des gens de qualité autour de nous qui peuvent nous aider dans ces challenges. Gabriela, je te passe la parole. Merci. Bon, maintenant, ça se passe bien. Parfait. C'est là.
Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer à parler de cybersécurité, je trouve que c'est quand même important d'expliquer pourquoi on est là et pourquoi cybersécurité, c'est un sujet comme ça important. Toujours que j'ouvre le journal ou je regarde un site web, j'ai une information d'une cyberattaque dans une entreprise. Donc c'est vrai que c'est un sujet relativement important, c'est vraiment important, mais pourquoi ça? Bon, en fait, au début des années 90, fin des années 80, les entreprises, peut-être il y avait un ordinateur, mais c'était maximum ça, on n'avait pas une dépendance de la technologie. En fait, avec le temps, ça s'est beaucoup changé. Aujourd'hui, on utilise mobile computing, on utilise notre téléphone pour faire des business, pas uniquement pour appeler notre collègue de travail, mais pour envoyer des emails avec les informations confidentielles, pour prendre une décision, tout ça pour un téléphone. On a toujours le cloud computing, on écoute beaucoup Microsoft, toujours dans les news aussi. On a social media, pas uniquement pour parler avec nos amis, mais en fait pour faire des business. On vend chez Facebook, on vend chez Instagram, on fait des connexions professionnelles chez LinkedIn. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une dépendance dans les médias sociaux. En plus, on a des analyses data analytics, donc ça veut dire on va analyser qu'est-ce qu'on va investir l'année prochaine basé sur les données qu'on a dans notre système informatique. Donc voilà, aujourd'hui, on a une dépendance IT et avec ça, ça veut dire, voilà, si on a une dépendance, si on a une cyberattaque, les risques, bien sûr, il est grand. Et pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une attaque cyber? Mais Gabriela, je suis une entreprise petite où je pense que je n'ai pas trop d'informations que ça va générer un intérêt pour les hackers. Mais en fait, je vais vous expliquer quels sont les types d'attaques qu'on trouve souvent dans les marchés. Mais en fait, on a les attaques basiques, ça on appelle aussi les hackers opportunistes. Ça veut dire qu'il va faire juste pour jouer, juste pour essayer. Donc, il ne va pas chercher une entreprise spéciale parce qu'il veut vendre une donnée. C'est juste pour apprendre, pour voir qu'est-ce que ça arrive. Et ça, c'est la grande majorité des attaques. Après, on a les attaques sophistiquées où on a vraiment une raison politique, une raison sociale pour voler une information. On a aussi l'espionnage industriel. Ça, on a souvent aussi dans la news les Russes en train d'espionner qu'est-ce que les États-Unis est en train de le faire et tout. Donc ça arrive aussi. Les crimes organisationnels, donc finalement ici, c'est pour vendre des informations. On a déjà vu ça souvent dans l'Internet aussi, dans les news, dans les cas où les criminels ils volent des informations confidentielles, où ils bloquent l'ordinateur de toute une entreprise et ils disent « D'accord, je peux débloquer et vous donner tout votre accès de nouveau si vous me payez 100 000 Swiss francs. » Donc, et finalement, on a un autre type d'attaque, c'est un next level, c'est vraiment une attaque de niveau supérieur, ça veut dire vraiment une chose de gouvernementale, très technologique et vraiment spécialisée. Mais c'est important de dire que les attaques opportunistes, ça représente normalement plus de 70% des attaques cyber. Donc la grande majorité, elle est ici. Bon. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité? En fait, la cybersécurité, on a 3 piliers qui sont très importants et c'est où on veut assurer la continuation de l'IT, de la technologie. Et ça commence avec l'intégrité. Qu'est-ce que je veux dire avec l'intégrité? Donc ici, j'ai une représentation, une image très simple, mais finalement, on a un Indien, il veut envoyer un message à une personne et il veut que ce message elle est reçu de la même forme qu'elle a été envoyée. Donc, si je vais envoyer un email à Laurent, je veux que le message elle est la même. Et en fait, ça existe. Les hackers, la cybercriminalité, ils peuvent changer le contenu d'un message. Comme par exemple ici, le WhatsApp, il a été dénoncé en 2021 pour modifier des messages envoyés. Imaginez-vous la criticalité d'une intégrité, d'un changement d'intégrité. Finalement, il faut assurer aussi la confidentialité. Ça veut dire que je vais envoyer un email à Laurent, je veux que uniquement Laurent va recevoir mon email. Personne en plus pour lire cette information.
Mais en fait, de nouveau, ça s'arrive. En fait, ça, c'est pas le bon exemple. C'est ça le bon exemple. On est un cas dans un site de relationnement suisse où vous pouvez s'écrire et ben voilà, pour trouver quelqu'un pour se connecter. Et il y a un breach de confidentialité. Ça c'est grave. Il y a un problème de confidentialité où finalement voilà, toutes les données ils étaient volées et ils avaient vraiment des informations par rapport à qui était connecté et qui a écrit à qui et quel était le contenu de les messages. En plus, on a le sujet disponibilité. Disponibilité, c'est exactement ça. Je vais essayer de prendre le chargeur pendant que je parle parce que j'ai vu que la batterie elle est en train de finir. Mais bon, la disponibilité, elle est uniquement, ça veut dire, je veux que mon technologie, elle était disponible à tout le moment. Et la disponibilité, ça veut dire un site web, il faut être disponible pour notre client à tout moment. Dans la Suisse, j'ai plus d'exemples, comme par exemple, on est où récemment avec une entreprise de transport, en PME, qu'ils étaient hackés avec un hacker opportuniste. C'est comme si on pense dans quelqu'un qui veut voler une maison. Si quelqu'un veut voler une maison et il trouve la porte ouverte, c'est opportuniste qu'il va rentrer. Ça n'importe pas si à côté il y a une grande maison avec plus d'argent, mais qu'il y a un chien pour faire la protection, que la porte elle est fermée. Donc c'est la même chose. Donc cette entreprise de transport, finalement, ils étaient hackés. Toute leur technologie, leur système, il était bloqué. Ils n'avaient pas plus d'accès. Et finalement, ils ne pouvaient pas avoir leur account. Ils ont perdu toutes les stories pendant 10 ans. On a aussi un cas de l'année passée d'une chaîne de coiffure où ils étaient hackés aussi. Et toute la chaîne en Suisse était bloquée. Ils n'avaient pas accès dans les rendez-vous qu'ils avaient avec les clients, les contacts des clients et tout l'historique. Donc c'est grave. Ça peut impacter vraiment d'une forte manière. Et c'est aussi pas juste parce que si on pense dans l'effort qu'il faut faire pour être protégé, c'est quand même pas facile pour une entreprise petite qui n'a pas la même mesure d'une grande entreprise d'assurer la protection. Quand même, il y a les aspects basiques qu'il faut mettre en place, comme on a dit, de fermer la porte. C'est simple, mais quand même, il y a encore des entreprises qui ne ferment pas la porte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un hacking live. Est-ce que... D'accord. Je ne vais pas être trop technique, mais je vous donne, pour commencer, un exemple. Ici, c'était un cas réel aussi, d'une entreprise en fait, où tous les systèmes comptables étaient bloqués dans cette entreprise. Il n'y avait que cet écran ici qui disait, bah voilà, vous pouvez aller en vacances, vous n'avez pas plus d'accès dans votre système. Et en parallèle, la chose qui c'était plus compliquée, c'était qu'un employé, il est publié dans Twitter à dire, ah bah voilà, le logiciel comptable de ma entreprise, il est bloqué. Un autre stagiaire, il a écrit dans Facebook à dire, bah voilà, c'est parti le cinéma parce que je n'ai pas besoin de me préoccuper aussi, il n'y a pas de système. Et en plus, quelqu'un d'autre a mis dans LinkedIn pour dire, ah, la situation ici, c'est une catastrophe dans ma entreprise. Et tout ça, dans 2 minutes. Ce n'est pas une chose qui s'est pris 1 jour pour être publié, c'est comme ça vite. Et en fait, à quelle vitesse ce message elle peut être diffusé, non? Et en fait, il faut penser aussi comment on va communiquer. Est-ce qu'on a une stratégie? Si on a une attaque, aujourd'hui, 75% des entreprises ont eu déjà une attaque cyber. Peut-être qu'elles ne sont pas au courant, mais ça s'est arrivé. Donc, quelle est la stratégie de communication dans ce cas? Et est-ce qu'il y a une solution parallèle? Si on n'a pas la technologie, est-ce qu'on peut encore travailler sans l'ordinateur? Est-ce qu'on peut faire quelque chose encore? Donc ça, c'est les choses qu'il faut penser en avance d'une attaque. Parce que quand ça s'arrive, ça peut être trop tard. Mais on part dans la part plus intéressante. Voilà, on parle d'une cyber-attaque. Je vais vous expliquer comment ça marche. Malheureusement, je ne peux pas le faire maintenant. On n'a pas trop de temps. Quand même, comme ça marche.
On a une étape reconnaissance, donc le hacker il va regarder qu'est-ce qui se passe. Une étape accès, il va accéder dans votre technologie, ou votre ordinateur, pour finir avec une exploitation, donc ça veut dire prendre votre information ou bloquer votre accès. C'est important de dire que chaque étape, elle peut être super vite, elle peut prendre vraiment 1 seconde, ou elle peut prendre vraiment des mois. Donc, c'est exactement le cas des hackers opportunistes et les hackers qu'il y a vraiment un target, il veut vraiment prendre cette information, donc il va prendre du temps pour faire une attaque vraiment, voilà, bien succédée. Comment ça se passe? Imaginez-vous qu'il y a un Wi-Fi et tout le monde est connecté dans cette Wi-Fi avec leur ordinateur, avec les téléphones. Un exemple, on est chez Starbucks. Starbucks, il y a le Starbucks Free Wi-Fi. Et voilà, tout le monde va se connecter avec ça. Un hacker, il y a aussi le Starbucks. Et il y a cette petite antenne. Ça, on peut acheter online 20 Swiss francs. C'est pas cher. Et aussi, il n'y a pas de... Voilà. C'est super facile. Et les hacks, avec cette antenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop là. On peut vraiment créer un autre Wi-Fi avec le même nom. Starbucks Free. Mais avec cette antenne, je peux aussi bloquer le Starbucks Free de Starbucks. Et tout le monde qui sera connecté dans le Wi-Fi de Starbucks va connecter dans ma antenne. Je vais vous expliquer maintenant dans les détails. Je sais, ça commence un peu technique, mais je ne vais pas aller dans le trop technique. Mais quand même, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, les hackers, ils regardent qu'est-ce qu'on a de Wi-Fi. C'est presque la même chose qu'on a quand on connecte notre ordinateur. Donc, c'est la même vision, mais ici, c'est dans un ordinateur hacker. Le hacker, il dit, OK, je choisis mon Wi-Fi que je veux hacker, le Starbucks Wi-Fi. Et avec ça, il va essayer de trouver le password de le Wi-Fi Starbucks. Pas le password qu'on connecte à notre ordinateur, mais le password officiel de le molding. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un password que c'est un peu plus compliqué. C'est le cas de laisser la fenêtre ouverte, pas la porte, on a un password. Mais le password, c'est Cassandra. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de complexité. Donc, dans 2 minutes, le password a été trouvé. On a un dictionnaire, en fait, de passwords. C'est trop facile de faire les comparaisons. Voilà. Avec ça, c'est trop facile. Avec ça, finalement, toutes les personnes qui sont dans Starbucks, c'est visible pour moi et je peux choisir qui je veux pour regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire real time. Par exemple, on a choisi ici un téléphone, MAC adresse, il y a aussi l'endroit et tout, un Apple. Ah, ben voilà. Ici, dans mon écran, j'ai vu déjà qu'il est en train d'utiliser WhatsApp. Ah, intéressant. Et vraiment, le téléphone, il était connecté dans le WhatsApp. En plus, cette personne, elle est rentrée dans un site de musique. Et dans ce site, il a écrit son email et son password. Et ça, c'est super intéressant pour un hacker. Maintenant, même si ici dans l'écran, on voit qu'il n'y a que des étoiles, et ça n'importe pas si la password est compliquée ou pas, vous êtes déjà dans mon Wi-Fi, donc j'ai la visibilité. Et finalement ici, j'ai la password et le username de cette personne. Vraiment dans 4 minutes. Voilà. Et avec ça, on peut faire beaucoup plus d'autres choses. On trouve la personne chez Facebook, on va trouver où elle travaille, chez LinkedIn, on va essayer d'exploiter cette information. Et ça, c'est un hacker opportuniste. C'est comme ça qu'un vrai hacking fonctionne. Laurent, je vous laisse la parole. Merci. Merci Gabriela. Merci Dominique également pour l'introduction. Donc Gabriela l'a exposé, ça peut aller extrêmement vite. Les modes de hacking se développent eux-mêmes extrêmement vite. C'est de plus en plus sophistiqué et c'est très compliqué pour les non-initiés si vous n'êtes pas ingénieur. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le hacking, c'est un business. Qui dit business, dit marché, part de marché, et ainsi de suite. Et selon l'Office fédéral des statistiques suisse, 99% des entreprises suisses sont des PME.
Donc les hackers, on parle d'eux quand ils attaquent Ruag, quand ils attaquent des grands groupes, parce que ça fait la une des journaux, ainsi de suite. Mais leur cible principale, où ils font de l'argent et ils font tourner leur business, c'est sur les PME. Et on se rend compte, en travaillant avec les entreprises, que les PME sont les moins sensibilisées, les moins préparées et sont réactives, malheureusement, quand un problème survient. Et Dominique l'a montré dans une de ses entreprises, ça peut avoir des conséquences financières importantes, au-delà, bien sûr, de la réputation. Donc les PME ne doivent surtout pas sous-estimer ce risque de hacking. Donc cet échange d'expérience, il se veut tourner au niveau des questions essentielles que les administrateurs doivent se poser au sein des conseils d'administration de ces PME. Pour bien comprendre déjà quelques bases, en fait, parce qu'il faut comprendre le principe, d'où on vient, avant de savoir où on veut aller. En fait, tout ce qui est hacking, cybersecurity, on sait à peu près ce que c'est, mais on ne le traite pas dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on constate avec les conseils d'administration avec lesquels on travaille dans les PME, parce qu'ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres urgences, ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Et ils font des choses pour protéger leurs actifs qu'ils ne font pas au niveau de leur système d'information. Je ne sais pas en vidéo si on voit bien cette slide, cette feuille. Vous avez en colonne les contre-mesures, les contrôles, donc des contrôles préventifs, des contrôles détectifs ou des contre-mesures correctives, dissuasives, par rapport à des classes d'actifs. Par exemple, tout ce qui est actif physique, si vous protégez votre maison, votre entreprise, vous allez avoir des clôtures, des serrures, des agents de sécurité pour être préventif. Si vous voulez être détectif, vous avez des alarmes, vous avez des détecteurs de mouvement, et ainsi de suite. Ça semble logique. Tout le monde fait ça. Quand vous quittez votre maison, vous la fermez à clé. C'est normal. Sauf que quand on passe à l'étape du dessus de tout ce qui est technique et IT, j'ai pas merci Gabriella. Dès qu'on passe à l'espace IT, en préventif, le B.A.B.A., c'est un firewall, c'est d'encrypter vos données, c'est d'avoir un logiciel antivirus. C'est le B.A.B.A. Et ça, vous fermez votre maison à clé, vous y pensez tous les jours, mais vous ne faites pas... Enfin, ce n'est pas fait systématiquement dans toutes les PME. Donc, comment ça doit être considéré déjà au sein des conseils d'administration? Je garde à l'esprit que si on parle de grandes entreprises, ainsi de suite, que les PME n'ont pas forcément des moyens illimités, ni du temps, ni de l'argent à consacrer à cette problématique, même si elle est importante. C'est la fameuse courbe de Gauss, valable pour toutes les entreprises, d'autant plus pour les PME. S'il n'y a aucun contrôle, ça ne va pas. S'il y a trop de contrôle, ça nuit à la réactivité, ça nuit à l'activité, c'est trop administratif, les employés ne vont pas suivre, ce n'est pas dans la culture de la PME. Donc il faut trouver le bon équilibre en ayant aussi à l'esprit le graphique en haut à droite, dans tout ce qui est sécurité informatique, plus on veut être fort, plus ça coûte. Les coûts sont exponentiels. Donc il faut faire un mix de ces deux courbes et trouver le bon équilibre. Alors, Dominique vous a dit qu'on voulait orienter ça à travers des questions, quelles sont les questions essentielles pour les administrateurs. La bonne nouvelle, c'est que là, je n'ai pas les questions, j'ai les réponses, en fait. Les réponses, je parle de B.A.B.A., les réponses sont très simples. Vous avez 2 pages de catalogue de solutions, de mesures évidentes, quand vous allez les lire, vous les comprenez, et pourtant, ce n'est pas ce qui se fait. Ne pas faire confiance au réseau Wi-Fi public. Je pense que Gabriella vous l'a fait comprendre. Bon, je ne sais pas si tu as un problème avec Starbucks, mais c'est pareil pour les CFF, tout réseau Wi-Fi public. C'est une extrême simplicité pour collecter les informations. D'avoir un code VPN au sein de son entreprise, si c'est trop technique, si c'est trop cher, bon, c'est un risque que l'on prend. Mais s'il y en a un, au moins l'utiliser. Il y a des entreprises qui investissent pour avoir un VPN, donc un accès privé, mais les employés ne les utilisent pas. Utiliser des mots de passe solides et arrêter avec des mots de passe password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sensibiliser les collaborateurs, toujours verrouiller son ordinateur, être prudent face à l'ingénierie sociale, ne pas cliquer sur tous les liens que l'on reçoit dans ses emails qui auraient traversé le spam, et notamment suivre ce genre de sessions concernant la cybersécurité.
Je n'invente strictement rien. Quand vous lisez ça, ça paraît évident. Il y en a une deuxième page, on va la parcourir très rapidement. Mettre un antivirus. Alors il y en a qui disent oui, je l'ai fait, mais il n'est pas à jour. Les antivirus, c'est pas à jour. Dans notre entreprise, c'est plusieurs fois par jour, voire par heure, qu'ils mettent à jour les antivirus. S'il date de 6 mois, le vôtre, vous voyez ce que ça représente. Un firewall, donner des formations aux employés, ainsi de suite. C'est basique et pourtant, ce n'est pas fait. Donc, à travers cet échange, on se propose d'apporter une méthode pour aborder ce point dans les conseils d'administration des PME. Déjà, quelles sont les bases juridiques? Est-ce qu'il y a des fondements ou est-ce que c'est juste d'aller à son conseil d'administration en disant « je voudrais qu'on parle de ça parce que j'ai lu dans le journal que ça pourrait être important ». Oui, il y a des bases juridiques. Le Code des obligations a 2 titres. D'une part, je vous rappelle, mais vous la connaissez par cœur, la responsabilité intransmissible, inaliénable du conseil d'administration d'exercer la haute direction de la société et d'établir son organisation de manière appropriée. S'il y a un risque, le conseil d'administration, d'après le Code des obligations, doit mitiger ce risque. Il y a une deuxième composante dans le Code des obligations qui est également applicable pour toutes les sociétés qui sont sujettes à un contrôle ordinaire, donc à un audit statutaire de ces comptes. Le conseil d'administration doit, selon la loi, établir un rapport de gestion depuis 2015. Dans ce rapport de gestion, il doit inclure son évaluation des risques auxquels fait face l'entreprise. Et dans l'annexe des comptes annuels sujets à audit, il doit faire mention de cette évaluation des risques. Je ne vois pas aujourd'hui un conseil d'administration faire une évaluation des risques sans parler du risque informatique. Ou alors c'est purement formel et cette évaluation ne vaut rien et son auditeur est censé lui demander ou lui recommander en tout cas de revoir sa copie. Juridiquement, il y a aussi également le règlement général européen sur la protection des données qui est applicable. Alors, la première réaction, on dit oui, mais ça c'est européen, on a vu, c'est compliqué, mais c'est européen. Mais oui et non. Oui, c'est européen, mais c'est applicable pour la Suisse à partir du moment où l'entité suisse traite avec des parties prenantes, des clients qui sont sur le sol européen, ou à partir du moment où la société suisse a une succursale, un établissement permanent ou une filiale en Europe. Donc autant dire que le règlement européen il est applicable en Suisse dans la majeure partie même des PME. Le pendant suisse de ce règlement européen, c'est la loi sur la protection des données qui date des années début 90, qui est en cours de révision depuis pas mal d'années, qui va vraisemblablement déboucher sur quelque chose et on s'attend à ce que ce soit un copier-coller, enfin très proche du règlement général européen. Le règlement européen, je ne me souviens plus par cœur quelles sont les conséquences de son non-respect, mais elles sont très sérieuses. Ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, non pas de l'entité, du chiffre d'affaires du groupe concerné. Donc une amende qui peut être conséquente, sans compter les plaintes civiles et pénales des personnes dont il y aurait eu violation des données. Et il y a aussi des obligations déclaratives auprès des instances européennes, de nommer un représentant de l'entité suisse sur le sol européen, ce genre de choses. Donc si on ne veut pas bien considérer le risque informatique lié au hacking, considérez au moins le risque de conformité, puisqu'il y a des règlements qui sont applicables. Les autres réglementations, ce sont les réglementations sectorielles, bien entendu, les banques, les assurances, les entreprises actives dans les secteurs d'activité réglementés ou dans le domaine médical, avec le secret médical, avec un secret professionnel, sont bien entendu des bases juridiques qui font que le conseil d'administration doit se poser la question de ce risque. Donc oui, compte tenu de ce risque, comment aborder la problématique au sein du board? Je pense qu'à travers le Code des obligations et l'obligation maintenant légale, formelle, d'effectuer une évaluation des risques, c'est un très bon angle. À partir du moment où on fait cette évaluation des risques, on aborde le problème du hacking et de la sécurité informatique à travers les angles risques sur les opérations. Dominique a parlé de la perte d'exploitation qui a découlé de ce souci. Le risque de réputation, une société qui fait des ventes, dont son business est de faire des ventes sur Internet par correspondance, si elle se retrouve en une des journaux en disant que toute sa base de données et tous les codes
des cartes bancaires utilisées des clients sont sur le darknet, elle va avoir un problème business pour la suite. Et également, donc mentionné préalablement, le simple risque de conformité, est-ce qu'on est conforme à la loi et au règlement. Donc, sur la base de cette analyse de risque, le conseil d'administration, il va déterminer son appétit au risque. Alors ça, c'est pour donc la partie intégrante de la gestion des risques. Il va déterminer quels sont exactement ces risques, parce qu'une fois de plus, dans le domaine médical, ou une banque, ou une société qui fait de la vente sur Internet n'aura pas la même risque. Quel est exactement son risque? Quelle est la probabilité de survenance? Quels sont les impacts possibles? C'est de la gestion des risques basique. Merci. Quels sont les actifs et les données sensibles? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est les données clients? Est-ce que c'est des brevets? À la base, qu'est-ce qu'on veut protéger? Est-ce qu'on a quelque chose à protéger? Est-ce que c'est une comptabilité? Est-ce que c'est les salaires? De plus en plus de fiches de salaire sont remplacées maintenant, enfin, sont de plus en plus électroniques, même dans les PME. Donc ça peut être sensible, ça nécessite de nouveaux systèmes de contrôle interne. Donc quelles sont les menaces et comment s'en prémunir? Donc, suite à cette gestion des risques, vous allez élaborer une stratégie qui elle-même sera influencée par l'appétit au risque du conseil d'administration, selon la société, sa taille, son secteur d'activité. Quels sont les moyens qu'elle a à disposition, les moyens financiers, ses compétences en interne? Est-ce qu'elle doit passer par des compétences externes pour se faire assister ou pas? Est-ce qu'elle a fait ou est-ce qu'elle ne devrait pas faire ce qu'on appelle un cyber check-up? C'est quelque chose qui se fait par beaucoup d'entreprises, dont la nôtre, mais pas uniquement. Ça ne coûte pas si cher que ça. Je ne suis pas en train de vous vendre ce genre de check-up ou d'assessment. Selon la taille de la société, il y a des boutiques spécialisées locales pour des PME qui font ça extrêmement bien et ça ne coûte pas cher. Et c'est un excellent état des lieux pour initier les discussions au conseil d'administration. Finalement, est-ce on se situe où dans la norme? Est-ce qu'on est plutôt bien ou est-ce qu'on est loin de tout? Dans la stratégie de considérer est-ce qu'il faudrait prendre une assurance cyber, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent ce genre d'assurance. L'assureur lui-même va peut-être exiger certaines procédures au sein de la société. Il ne veut pas forcément assurer à n'importe quel prix. Mais donc des assurances qui mènent jusqu'à la reprise d'exploitation s'il devait y avoir défaillance des systèmes pendant une longue période. Et cette stratégie, forcément, est-ce qu'elle est communiquée, sous quelle forme, à la direction qui va devoir la mettre en œuvre. Donc on en arrive au rôle et responsabilité. Et là, j'ai conscience que dans les PME, souvent, c'est pas évident. Très souvent dans les PME, on a le dirigeant qui est administrateur, voire actionnaire. Et donc, on revient à la base, quel est son appétit au risque, quelle est sa sensibilité au hacking. Donc, un entrepreneur, il accepte de prendre des risques, sinon il n'aurait jamais rien entrepris. La question, c'est vous, en tant qu'administrateur de ces conseils d'administration, est-ce que vous avez le même appétit au risque? Parce que vous avez la même responsabilité en tant qu'administrateur. Donc, c'est une question à vous poser et selon de trouver une manière, à travers par exemple, cette méthode, d'aborder la problématique dans un conseil d'administration. Une fois que les rôles et les responsabilités sont définis, il faut que ça descende jusqu'aux employés. Donc ça signifie mettre en place un processus qui est tout simple. Finalement, toutes ces lignes, tous ces points reprennent ce que j'ai appelé le catalogue de solutions. Donc c'est une synthèse. C'est pour ça que ça me semble plus approprié d'aller vers un conseil d'administration et d'aborder avec ces points, même si peut-être que le firewall il n'est pas bon, il faudrait le changer. Mais c'est une manière plus top-down d'aborder la problématique. Est-ce qu'il y a des formations, des sensibilisations des employés au sein de l'entreprise? Ce n'est pas la peine d'avoir un système hyper sophistiqué si votre employé il va au Starbucks et il fait ses emails professionnels sur le Wi-Fi de Gabriela. Ce n'était pas la peine d'investir, que ce soit 10 000 ou 1 million, c'était inutile. S'il n'est pas sensibilisé, ça ne sert à rien.
Est-ce qu'il y a des directives de sécurité en place? Il est très difficile de reprocher à quelqu'un et sur une entreprise de faire quelque chose si on ne lui avait pas dit qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, est-ce que les règlements du personnel sont adaptés aux nouveaux risques qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, qui n'étaient absolument pas considérés? Il y a peut-être de la documentation qui est devenue totalement obsolète. Ça a été évoqué rapidement. Quelles sont les réactions à avoir en cas d'intrusion, de menaces immédiates et d'interruption de business? Une erreur, c'est de transmettre les messages vérolés. Et ça se fait fréquemment. Donc, mais si on n'a pas dit aux gens, attention, en cas d'attaque, il faut faire ça, ça, ça et ça, bah, forcément, ils ne savent pas le faire. Et est-ce qu'on a un process en place pour détecter et gérer les incidents? Est-ce que l'on sait... Beaucoup d'entreprises ne savent pas qu'elles sont hackées ou qu'elles ont été hackées. Donc, et il y a des choses très simples pour le savoir, de mettre en place un log, c'est tout bête sur votre système d'information, et on sait qui rentre dans le réseau, qui sort sur le réseau. Partant de ce processus, si on met des choses comme ça en place, il faut mettre en place certains contrôles pour s'assurer que ce soit respecté. Donc, il faut plus l'intégrer dans le système de contrôle interne qui peut-être devra être mise à jour, le système de contrôle interne qui permet de s'assurer que les règles sont respectées, de développer un tableau de bord très léger qui permet ne serait-ce que de répertorier le nombre d'incidents, combien de fois par jour, par mois, par année, ainsi de suite, comment ils ont été traités, quelles ont été les conséquences. Et ce tableau de bord, il sera adapté, remis à la direction qui lui-même le remettra au conseil d'administration pour voir si le risque est mitigé au sein de l'entreprise. Et avec ce rapport, finalement, la boucle est bouclée à intervalles réguliers. Le conseil d'administration, ce n'est pas chaque semaine, une fois par an, le conseil d'administration aborde cette problématique de sécurité informatique. Est-ce qu'on est toujours à jour? Est-ce qu'on fait des choses correctement? Et ainsi de suite. Et donc, c'est bouclé. Ce qui manque soit dans la slide de processus au contrôle, c'est également un test qui ne coûte pas très cher à faire effectuer par un externe. Ça s'appelle un test de pénétration ou test d'intrusion. Là, si vous passez par des grands consultants et ainsi de suite, ça peut coûter cher. Une PME sur le marché, il y a énormément de sociétés informatiques spécialisées qui peuvent faire ça. Ça ne coûte pas cher du tout. Et c'est le conseil d'administration qui nomme cette entreprise. Ils font le test d'intrusion, forcément sans rien dire à personne. Et derrière, les résultats, on en fait fréquemment chez nos clients. Je vous garantis, vous tombez de la chaise. Vous tombez vraiment de la chaise. Donc, d'où l'importance, après, vous pouvez utiliser les résultats de ces tests en les anonymisant pour justement les sensibiliser, respectivement les obliger à suivre, par exemple une fois par an, comme c'est le cas chez nous, si ce n'est pas plus, une formation sur les cyberattaques et ce qu'on doit faire, ne pas faire, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est ce qui se veut une méthode simple, sommaire, pragmatique. On part du risque. La manière dont on veut le mitiger, on définit une stratégie, on définit très clairement qui doit la mettre en œuvre. C'est la direction, mais la direction qui doit ensuite la mettre en œuvre jusque sur les employés, mais les rôles et les responsabilités sont clairs, les processus sont adaptés le cas échéant, et des contrôles pour s'assurer que le risque est sous contrôle. Pour faire le lien entre la présentation et l'échange d'expériences, on se propose de faire, c'est pas un test d'intrusion, il n'y a aucun virus caché derrière. La majeure partie peut-être d'entre vous connaissent le menti.com. Donc c'est un sondage live, c'est anonyme. Donc je vais vous demander d'ouvrir votre téléphone portable, de le mettre il faut le connecter, si vous l'avez mis sous... Ah mais il y a au moins... Non mais hors Wi-Fi, vous avez un abonnement... Pour sécurité ou... Ah, il n'y a pas de réseau. L'antenne, elle n'est pas allumée, hein. Vous pouvez rester tranquille, je ne suis pas en train de répliquer les réseaux Wi-Fi. Est-ce qu'il n'y a pas de réseau?
Ok. Non, Bon. non, ça marche. Pour ceux qui ont la chance d'avoir le réseau, allez sur Google, vous tapez Les codes. menti.com, so menti, menti.com. Moi j'ai un réseau, mais il est là. Hop, hop, je le fais avec vous. .com. Donc vous cliquez sur le lien www.menti.com. Devrait arriver. Est-ce que vous l'avez déjà? Moi, c'est en cours de chargement. Ça marche chez toi? Pour moi, ça marche, oui. Ah, voilà. Alors, please enter the code. Alors, pardon, t'as enlevé le code. Ah, mais vous avez déjà tapé? Vous avez de la chance. Les codes, c'est 7098 7700. 70 98 70 0 submit. Voilà. L'entreprise dont vous êtes administrateur organise-t-elle régulièrement des formations pour sensibiliser vos employés à la sécurité informatique? Si je clique maintenant, vous allez tous voir sur quoi je clique. Résultat, sur 14 votants, 15, 10, oui, mais c'est très bien. C'est très bien, je suis surpris. Mais nous avons des gens... deux non et trois, je ne sais pas. Mais c'est un très bon score par rapport à ce qu'on constate dans d'autres entreprises. Je ne sais pas, ça veut dire déjà non, j'imagine. Et après? L'entreprise dont vous êtes administrateur a-t-elle déjà été piratée dans le passé? Oui, non, je ne sais pas. Et ça fait quand même un gros pourcentage de oui. Je m'attendais à moins. Ouh là là, mais disons, c'est... On a un public de qualité. Oui. Expérimenté. Ou de victimes. Oui. Alors, par excellence, je m'attendais à beaucoup moins de oui et beaucoup plus de je ne sais pas. Parce qu'en tant qu'administrateur, très souvent, si vous posez la question aux administrateurs, ils n'ont juste pas l'information. Mais je ne sais pas, c'est mon directeur informatique, pour autant qu'il y a un directeur informatique. Dans les PME, souvent, c'est le responsable financier qui a la casquette responsable financier / administratif / informatique, mais ce n'est pas forcément le spécialiste et il ne fera jamais de reporting à ce sujet sur le conseil d'administration. Donc, Dominique, apparemment beaucoup d'expériences à partager, puisque la très grande majorité des participants ont déjà été piratés, donc ça veut très bien de quoi on parle. Parfait, merci Laurent. Je propose maintenant qu'on se mette ici à la table, autour de la table, Gabriela et Laurent. Alors, comme on le voit, vous êtes. C'est vrai qu'en Suisse, c'est un pays qui est assez sophistiqué dans le domaine de la. Je vais vous dire ça quand même, hein, assez sophistiqué dans le domaine de l'informatique. C'est aussi un pays test en Europe, souvent. Donc, on voit qu'il y a déjà une certaine expérience. Mais dans les PME, et quand on a par exemple des P3, hein, patrons, propriétaires, présidents, qui cumulent un peu tout, ils ne sont pas toujours sensibilisés à ces questions-là, d'où cette conférence. Je vais poser des questions qui sont des questions un petit peu de bon sens, qu'un administrateur d'une PME normale pourrait se poser. Alors là, c'est un peu le syndrome du beau-fils. J'ai mon beau-fils qui est un spécialiste en informatique, puis lui, il me déconseille de travailler en home office avec les données de l'entreprise parce que je vais me faire hacker. Donc lui, il me propose d'avoir 2 ordinateurs, un pour mes affaires privées, puis un pour le boulot. Et puis à la maison, je suis un petit peu embêté parce que si je me connecte sur le réseau de la maison. Et est-ce que ça crée un risque? Mais j'ai mis un super mot de passe et je n'ai pas de souci. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller, Gabriela? Alors, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça ne veut pas dire qu'il est tout sécurisé. Mais c'est vrai que quand on a un ordinateur de la famille, par exemple, en suivant, on va dans les sites qui ne sont pas surtout sécurisés. Les enfants ils vont jouer avec l'ordinateur aussi. Il peut aller ou presser un bouton que ce n'était pas une bonne idée. Et après, on peut avoir une attaque. Mais en plus, ça, ce n'est pas uniquement l'unique solution. On faut avoir un bon password dans votre Wi-Fi. On a déjà vu cet cas. En plus, il faut avoir, par exemple, s'il y a un VPN, il faut utiliser la VPN dans l'ordinateur. Faire attention avec où vous travaillez, si vous êtes à la maison, si vous êtes au café, même avec les choses qu'on parle, c'est très important.
Mais je pense que de séparer l'ordinateur professionnel de la maison, c'est quand même une bonne idée. S'il y a cette option, c'est recommandé. D'accord. Mais moi, j'ai l'administrateur un peu complotiste. Au truc de sécurité, de toute façon, ça sert uniquement à vendre plus de services de logiciels et de matériel informatique. C'est du business qui est généré de toute manière par les vendeurs d'antivirus et des autres multinationales. De toute façon, moi, ma petite PME qui fait de la ferblanterie, qui c'est qui va intéresser à moi? C'est comme pour les prises d'otages, je ne suis pas assez riche et je n'ai rien d'intéressant, donc je ne vais pas être une cible. Ouais. Cyberattaque, c'est quand même pas juste. Il ne regarde pas uniquement, on a déjà vu dans Menti, on a eu beaucoup de réponses, oui, on était déjà hacké. Donc c'est vrai que ça fait du sens d'investir dans les contrôles. Comme Laurent il a dit, on faut faire un risque, une analyse des risques pour regarder qu'est-ce que c'est le plus grand risque et pour les protéger. Mais par exemple, l'antivirus, peut-être un VPN, c'est super intéressant et ça va protéger vraiment de laisser la fenêtre ouverte. Voilà, c'est ça. En plus, comme on a déjà dit, on a des cyberattaques qui est déjà connues. On sait déjà que ça peut arriver, comme par exemple des phishing attaques. On sait qu'on ne peut pas presser dans les boutons. Donc, ça vaut la peine de faire une formation avec les employés, de les dire pressez pas dans les liens qu'on ne connaît pas qui a envoyé ce lien, par exemple. Mais formation, antivirus, les basiques, c'est vraiment important parce qu'après, les coûts d'une cyberattaque, ça peut être encore plus que de les basiques, les contrôles basiques. Et Laurent? En complément à ton cousin, ou oui, mon beau-fils m'a tout expliqué. Ouais. Je préciserai deux choses. La technologie utilisée, la sophistication dans à travers le hacking évolue extrêmement vite. Pour ceux qui pensent qu'il y a encore des ingénieurs ou des gens dans un pays à faible coût de main-d'œuvre qui envoient des emails en trouvant une adresse sur le net, c'est fini depuis très 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 longtemps. Il faut savoir que le hacking est fait par des algorithmes, donc entre guillemets par des robots. C'est 24 heures sur 24. Ils prennent les adresses sur le dark web et puis ça part 24 heures sur 24. Et donc, c'est pour ça que je dis, le marché du hacking, il n'est pas chez Ruag, Airbus et machin, quoi. Il est justement chez le petit. Parce que le petit qui s'est mal protégé, il va être sujet surtout à ce harponnage pour du rançonnage. Et celui qui se retrouve avec son système bloqué, et on lui dit, pour débloquer, c'est facile, tu payes 200 bitcoins, 200 $, 200 machin, même s'il n'est pas riche, peut-être qu'il va prendre l'option, et je préfère payer 200, et puis c'est réglé. Au demeurant, ce ne sera pas forcément réglé. C'est encore un autre souci, ça. Et c'est comme ça qu'ils font leur business. Et si vous envoyez des millions et des millions, même si de messages, si vous n'avez que 0,1% de retour où ça fonctionne, vous êtes riche. C'est leur business, c'est ça leur business. Alors c'est une question pour Laurent, hein, ça c'est le geek. Moi, de mon entreprise, moi j'ai trouvé un geek. Bon, lui, il est super doué dans l'informatique. Alors lui, on l'a dit qu'il règle tous ses problèmes. Et puis une fois par année, on le fait venir au niveau du conseil. On est de toute façon 3 au conseil. On lui dit, alors est-ce que tu as tout réglé? On ne comprend rien de ce qu'il nous dit, mais on a confiance. Et à partir de là, on est bien protégé. Puis moi, ça me suffit. C'est un jeune, il est un peu hirsute, il a un t-shirt un peu marrant, tout ça. Mais il me règle ses problèmes, puis c'est bon marché. C'est la bonne solution, ça? Pas forcément. Non, pas forcément, mais on rencontre parfois ces situations. Alors, comme toujours, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un problème qu'on se retourne, puis on dit, mais en fait, qui a fait quoi ou qui n'a pas fait, là? Et si c'est, in fine, un petit problème, c'est pas grave. Mais, alors, il n'y a pas encore de statistiques extrêmement fiables selon les pays européens, mais avec le nouveau règlement, dans les années à venir, il va y avoir des statistiques fiables. Pour l'instant, dans certains pays d'Europe, c'est par région, par lander, mais ce n'est pas encore très fiable. Avec le règlement européen, tout hacking va devoir être déclaré à une autorité. Donc on va enfin avoir des vraies informations
fiable. Et en disant ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais... Ah bon, on parlait du geek que j'engageais voilà. qui me règle donc, tous ces problèmes. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pourcentages, mais est-ce que je pense que c'est fiable? Il y a des pourcentages qui montrent que des forts pourcentages de hacking qui terminent sur une faillite. Ce n'est pas un 0,01%. Mais ce n'est pas encore fiable. On va avoir une fiabilisation de cette information avec le nouveau règlement européen et j'espère également en Suisse. Donc si le hacking débouche sur un petit problème, qu'on ait invité au conseil d'administration un informaticien qu'on ne comprenait pas vraiment, c'était le check the box, c'est bon, j'ai couvert le risque, bah, s'il n'y a pas de problème, tout va bien. Si c'est un petit problème, c'est pas grave. Si ça part en faillite, le créancier pourrait se retourner sur le conseil d'administration en lui reprochant de ne pas avoir tenu ses diligences et d'avoir organisé la société de manière appropriée, comme le Code des obligations le lui demande. Oui. Si je peux ajouter, oui, bien sûr. Je pense que c'est toujours important de comprendre ça que les techniciens, les jeunes hackers, petits hackers, je ne sais pas, ils nous disent, parce que finalement, c'est une indépendance dans la technologie, par exemple. C'est aussi un sujet important pour l'administrateur de comprendre, voilà, et c'est aussi le rôle de la personne IT, le technicien. Il faut aussi traduire un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a cette information de que tout va bien. Voilà. Donc, même si ça veut dire qu'on va perdre 2 heures de meeting pour bien comprendre, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et aussi pour comprendre aussi les contrôles qui ont été mis en œuvre. Et n'hésitez pas aussi de faire des questions qui sont peut-être pas... dans votre côté, vous n'êtes pas sûr que c'est une question très intelligente ou très technique, mais c'est mieux de bien comprendre qu'après demander pourquoi notre système informatique ne fonctionne pas. C'est tout l'enjeu d'un dialogue où on doit se comprendre. Voilà. Et il faut que les gens de l'informatique fassent un effort pour traduire ça dans des termes compréhensibles par un administrateur et vice-versa. Et ça, c'est dans les enjeux très souvent. Oui. Et c'est vrai que la technologie, la dépendance des technologies, elle est montée très vite. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de se prendre, voilà, de tout le monde aller dans le même niveau, mais ça s'arrive et c'est possible. Aujourd'hui, on a fait un live hacking et tout le monde a bien compris comment ça marche, donc c'est possible. Ok, merci. Laurent, tu as montré cette courbe de Gauss et la courbe des coûts. Alors moi, j'ai une petite PME, on fait 20 millions de chiffre d'affaires, hein, mais moi, ça me complique la vie. Parce qu'avec tout ça, le double mot de passe, le cryptage des données et tout ça, ça me ralentit dans les affaires, ça perturbe la flexibilité de l'entreprise, ça me diminue ma productivité. Donc, il faut quand même qu'on vive. C'est comme avec le Covid, où est l'équilibre entre des mesures de protection et quand même rester performant. Donc, moi, je n'ai pas les moyens d'une grande entreprise et comment je sais si les mesures que j'ai prises, elles sont suffisantes ou pas et le niveau d'investissement nécessaire. Bon. Alors, comme dans toute gestion des risques, il ne faut pas rentrer ce soir, j'espère que je n'ai traumatisé personne, c'est pas dire dans la nuit ne plus dormir, je vais me faire hacker, c'est pas ça. La gestion des risques, gérer, c'est prévoir. Donc, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour mitiger ces risques. Le cyber security, c'est pas une composante IT qui vient se greffer à un coût informatique entreprise. Ça fait partie des systèmes d'information. Donc, si vous avez un système d'information totalement obsolète, mais vous le faites perdurer parce que ça vous fonctionne bien, si vous devez greffer à ce système de la sécurité informatique adaptée, ça va coûter cher. Mais lorsque vous prévoyez vos investissements informatiques, n'oubliez pas la composante sécurité informatique. Qu'est-ce que j'ai pour la sécurité informatique en même temps que mon système d'information ? Qu'est-ce que j'ai comme option pour avoir un update, pour avoir quotidiennement, s'il faut, une mise à jour, comme Windows fait, il n'y a rien de mise à jour de mes mots de passe. Est-ce que c'est prévu dans les contrats et ainsi de suite. Donc le coût n'est pas forcément énorme. Si vous partez de quelque chose, si vous partez de très très loin, de toute manière, je pense qu'à un moment donné, vous allez investir dans l'informatique, parce que c'est compliqué maintenant de tourner sur de l'IT d'il y a 20 ans. Ensuite, pour répondre précisément à la question, je reviens sur ce que j'ai proposé, de faire un cyber assessment. Pour articuler un chiffre, chez EY, on fait ça c'est 7 000 francs.
selon la taille de l'entreprise. Alors si c'est une PME, 7 000 francs, c'est une grosse somme, ainsi de suite. Comme je vous dis, on a des coûts de structure internationaux, on est un Big Four. Il y a des boutiques spécialisées qui n'ont pas ces coûts de structure, qui vous font ça pour quelques milliers de francs, bien moins cher, et tout aussi bien. C'est un état des lieux. On n'a pas l'exclusivité sur comment faire un assessment du système d'information. Donc ce n'est pas des grosses sommes. Un test d'intrusion, selon la taille de l'entreprise, c'est aussi, c'est entre 5 et 10 000 francs selon la complexité. Selon la complexité. Donc, si la volonté du conseil d'administration est de faire une fois de plus un état des lieux, est-ce que mes employés sont un minimum sensibilisés, faites un test d'intrusion par même une société informatique spécialisée dans le domaine, ça coûtera bien moins cher et ce sera tout aussi valable. Donc, ce n'est pas forcément des fortunes. Je peux faire une comparaison? Oui. Si on a un restaurant, et bien sûr, si on a un restaurant, c'est important de nettoyer les frigos. Voilà, on va nettoyer les frigos toujours, même si ça fait de l'effort, même si c'est difficile. Il y a le règlement, mais en même temps, on va offrir de bons produits à notre client. C'est la même chose avec la technologie. On faut actualiser le système, on faut faire attention à notre système. Si on utilise la digitalisation aujourd'hui pour vendre ou pour faire du business, c'est exactement la même chose que nettoyer les frigos. Voilà. Donc l'importance de mettre à jour toujours son système, ça protège en partie, ce n'est pas la solution. Oui, Laurent? Une dernière précision. On fait souvent l'erreur, surtout en période de crise, comme crise économique comme actuellement, de regarder les coûts informatiques. Je ne suis pas informaticien à la base, je ne veux pas spécialement défendre cette... Mais on fait, à mon sens, souvent l'erreur de budgéter les coûts informatiques par rapport aux années précédentes. Il faut budgéter les coûts informatiques, quand il s'agit de sécurité, par rapport à la valeur de ce qu'on veut protéger. Je reprends l'exemple. Surtout, moi-même, je me suis mis beaucoup à l'achat par correspondance pendant le confinement, comme beaucoup de monde, et ainsi de suite. J'ai utilisé un site alimentaire, comme beaucoup de monde. Si demain j'apprends que ce site a été hacké, je n'irai plus jamais sur ce site, plus jamais. Ils sont morts. Alors qu'apparemment ils vont faire une année exceptionnelle. Je suis devenu client parce que j'ai créé de nouvelles habitudes. Avant, je n'étais pas client. Donc, quelle est pour eux la valeur de la sécurité informatique? Ce n'est pas que la valeur des denrées et puis la rapidité d'action, de livraison et ainsi de suite. C'est leur réputation qui est cruciale dans leur business. On y arrive à une question. J'ai une dernière question pour eux. Alors, j'ai bien compris que c'est essentiel, mais moi, j'ai une prise de fruits et légumes, et moi, l'informatique, j'y comprends rien. Et puis, pour aller récolter mes salades, je n'ai pas besoin de l'informatique. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il me faut quand même un ordinateur pour la gestion de la comptabilité, et je vais externaliser. Et puis, comme ça, je délègue complètement mon problème de cybersécurité avec. Mais comment je peux avoir confiance que ceux à qui j'ai externalisé, ils vont faire du bon travail? Alors, comment il faut les choisir? Ou est-ce que c'est bien d'externaliser, ou est-ce qu'il faudrait quand même que je garde? Qu'est-ce que tu me proposes, Gabriela? C'est une option, c'est vrai. On faut vraiment regarder si c'est une entreprise de confiance, regarder aussi s'il y a des risques par rapport à s'ils ont déjà eu une cyberattaque, si c'est une grande entreprise ou une petite entreprise. Aussi, nous, comme une personne qui va contracter, on peut faire des questions, on peut demander. Donc, on peut demander comment vous assurez la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez me donner ça pendant un contrat, par exemple? Et est-ce que vous avez des tests de pénétration aussi? Est-ce que vous avez des phishing campaigns? Votre employé, est-ce qu'ils sont aussi formés? Merci beaucoup. Et voilà, c'est ça qu'on peut demander de notre provider. Et finalement, pourquoi pas de faire un check dans le provider chaque 3 années. On peut bien sûr demander qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que je peux regarder les rapports, par exemple? D'accord. Très bien. Il est déjà 7h25 et puis on a dans la salle des gens de qualité qui connaissent bien ces thématiques-là. Alors il y a des mains qui se lèvent. Je vais peut-être commencer par Aimé, première question, et après on passera à Isabelle et puis ensuite à toi. Vous disiez que vous ne retourneriez plus sur le site qui a été hacké. Non, il n'a pas été hacké. Si je devais lire... Oui. Si oui, pardon. Oui. Vous m'entendez? Oui. Garmin a été hacké et il s'est retrouvé pendant à peu près 1 semaine et demie complètement hors système. Je ne pense pas que beaucoup de monde ait laissé tomber sa montre connectée. Ouais.
Google a été hacké plusieurs fois. On le retrouve très facilement en faisant 2 ou 3 interrogations sur le net où on trouve si son adresse email a été piquée, on continue à aller sur Google. Donc c'est vrai qu'une PME se fera plus blackbouler, mais les grands sites sont hackés tout aussi bien et contiennent beaucoup plus d'informations et se font hacker régulièrement. Donc c'est une fatalité, votre perception? Je pense que c'est une fatalité et qu'il faut essayer d'en mettre le moins possible sur ces systèmes-là. D'accord. On n'a pas encore vu de cloud se faire hacker, mais ça va venir. Ça va venir. Oui. Très bien, merci de ce commentaire. Isabelle, au fond. Donc la question, c'est pas de savoir si je vais me faire hacker, c'est de savoir quand je vais me faire hacker. On est bien d'accord? Et quoi? Oui. Isabelle, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ces informations particulièrement intéressantes. J'avais une question par rapport à l'assurance. Est-ce qu'il y a des assurances en cybersécurité? Est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles sont déjà prêtes? Finalement, ça permettrait quelque part, en fait, de la sensibilisation dont vous avez parlé. Un assureur ne pourrait pas assurer le risque tant qu'il n'a pas eu l'état des lieux, finalement, de ce qui est fait. C'est peut-être le sujet d'un autre séminaire. Non, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de publicité pour des assurances. Gabriela ou Laurent qui veut répondre? Je peux aller. Oui, il y a des assurances. Ça commence vraiment à se devenir un business. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a les cas où, par exemple, on a des clients où ils ont une assurance et voilà, dans les cas de l'image, ça c'est pas couvert. Donc, dans les cas où l'impact d'image, ça ne peut pas être échangé. Et on ne peut pas oublier, voilà, on peut encore le faire. En plus, ce n'est pas juste avoir une assurance et c'est tout fini. On a aussi des cas où c'est encore en discussion, c'est vrai que c'est quand même un service récent. Et on a aussi des cas où une entreprise a les assurances, elles ont des cyberattaques et ça, c'est encore pas payé parce qu'il y a des autres critères qui sont, on n'était pas dans les contrats, par exemple. C'est comme une assurance normale. Alors, je ferai un parallèle avec l'assurance DNO, Directors and Officers, qui est l'assurance pour les organes dirigeants, qui là aussi va protéger ou va payer les frais, notamment les frais juridiques, si les administrateurs se font attaquer, mais elle ne va pas les couvrir, par exemple, en cas de faillite sur le non-paiement de l'AVS. Donc, une assurance couvre un certain nombre de choses, mais il faut bien regarder les petites lettres et s'assurer qu'on a toutes les clauses correctes. Par contre, elle est extrêmement utile pour reconstruire les données, parce qu'une des choses qui est extrêmement chère, si on est bloqué, c'est si on doit reconstruire le tout. Ouais. À toi. Je peux vous demander chaque fois de vous présenter, comme ça permet à tout le monde de savoir de quel monde vous venez. Nous, on se connaît déjà depuis la Poste, là. Je m'appelle Martin Söderberg et je travaille avec les fondations Collectivita et Zurich Assurance. J'ai une question concernant une responsabilité pour le conseil d'administration et une question plus technique. La question pour le sujet de conseil d'administration, c'est je me pose la question concernant quels sont, à votre avis, les plus grands risques d'aujourd'hui pour cyberattaque. Je vous cite simplement que les sociétés de plus en plus, comme vous avez vu des résultats de Menti, ont une très bonne sensibilisation pour, par exemple, les employés. Mais en tout cas, dans les groupes avec qui je travaille, on se pose de plus en plus la question, comment est-ce qu'on peut assurer que les fournisseurs, les prestataires, suivent des règles suffisantes parce qu'eux, ils sont connus et là, c'est la porte ouverte derrière qui est bienvenue et puis tout est ouvert, ou en tout cas une grande partie. Et bien sûr aussi, quand on a beaucoup d'évolution dans la digitalisation, de plus en plus de clients, d'utilisateurs finaux, pourrait aussi constituer un défi. Donc ça, c'est ma première question. Quels sont les plus grands défis pour un conseil d'administration? La question technique est tout simplement par rapport au Wi-Fi et hotspot. Je me pose la question pourquoi vous ne vérifiez pas le certificat? Parce que si vous le vérifiez, alors vous avez en tout cas réduit le risque pas mal. Merci. Merci. Alors, on commence par la question technique, peut-être, Gabriela. Oui, le certificat pour le Wi-Fi.
Oui, mais ça dépend exactement. Mais il y a par exemple ce cas-là, on peut même dire qu'il y a le site HTTPS, voilà, mais quand même avec cette petite device, et il n'y a pas un certificat, voilà, on peut le faire. Ouais. C'est vrai que c'est comme on a dit, il y a les mesures en plus, basiques, que ça peut être déjà mis en œuvre, mais il y a des cas où elles ne sont pas du tout là. Et l'homme étant ce qu'il est, on a tendance à être pressé, et puis on dit oui, j'aurais dû vérifier, mais je n'ai pas eu le temps. Et c'était la fois où il ne fallait pas le faire. Hein. Laurent, alors c'est la question plus générale de finalement la chaîne de valeur. Hein. On est de plus en plus dans des flux tendus entre les fournisseurs, les clients et l'entreprise. C'est plus qu'une question, c'est une problématique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Vous mettez le doigt sur l'interconnectivité. Et les relations, ce que Dominique transposait avec ici son marchand de fruits et légumes, il outsource. Comment il s'assure qu'il est capable, son fournisseur. C'est la problématique, l'interconnectivité, de où sont mes données, de comment les protéger. Après, le plus grand risque que je vois, bon, c'est sous la casquette de l'auditeur, c'est le risque de faillite. Parce que c'est comme la crise de Covid, bon, c'est une crise, ça va faire un trou, mais on regarde devant, les entrepreneurs regardent devant, et puis bon, ce sera une mauvaise année, quoi. Donc pour moi, le risque de faillite, c'est le plus gros. Mais votre question, je n'ai pas une réponse précise, parce que c'est un problème. Ce que vous exposez, c'est un problème. Alors il y a peut-être une piste, je ne sais pas, Gabriela. On peut séparer différents systèmes. On a un firewall général, mais on peut très bien dire qu'il y a une informatique de gestion qui est séparée d'une informatique de relations clients, qui est séparée d'une informatique spécialisée de production. Et à partir de là, ça permet d'avoir plusieurs ponts-levis ou plusieurs firewalls qui permettent comme ça de réparer les choses. Est-ce que c'est une option ou pas? C'est une option. On peut aussi, dans l'exemple des tertiaires, de troisième... Say it in English? Third party. Oui. Des parties tierces. Ou voilà, quand on a une autre personne avec des autres entreprises avec qui on travaille, par exemple, c'est aussi une option de regarder les données qui sont plus importantes, voilà, et ça, on peut être protégé, on peut avoir peut-être ça géré internement, et avec les externes, on donne les données qui ne sont pas sensibles pour l'entreprise, ou en même temps, on a suivant les cas où c'est vrai, on a la dépendance, je ne sais pas, Microsoft ou des autres entreprises. Et s'ils ont un problème, ça va impacter dans nous en tant que clients aussi de cette grande entreprise. Ça s'y arrive et c'est vrai que c'est plus et plus important d'avoir un contrôle, comme on a déjà discuté, des contrats et aussi d'être vraiment en contact et de les demander les mesures qu'ils ont mises en œuvre, et spécialement maintenant avec Covid. On a eu beaucoup de cas avec des personnes qui ont des autres entreprises externes qui faisaient les travaux, par exemple, avec un ordinateur que ce n'était pas un ordinateur officiel, il n'y avait pas de VPN, donc la sécurité elle était aussi impactée par rapport à ça. Je pense que ça fait aussi partie des relations avec des fournisseurs comme avec des clients en disant « vous et nous avons intérêt à ne pas avoir un problème, comme avec le Covid, on ne doit pas être responsable d'une attaque qu'on va répondre plus loin, donc on a intérêt à s'entraider et à s'informer en toute transparence dès l'instant où on a un soupçon d'un hacking. Hein. Et je pense que cette relation, elle est liée à la solidarité, parce que si notre fournisseur est hacké, on va aussi avoir un problème, et nos clients aussi. Donc ça demande plus de communication, et avant c'était un peu la honte de se dire « je me suis fait hacker », et je crois qu'on va vraiment vers une tendance où on doit plus accepter de communiquer pour s'entraider et arriver à mieux réagir plus rapidement face aux attaques. Ouais. Voilà une question là, oui. Oui, bonjour Arnaud Begley, Peter Lang. Peut-être juste une remarque sur l'assurance. Je crois que la Vaudoise a lancé un produit il y a 2 ans qui est quelques centaines de francs, qui est assez intéressant. En termes de formation du personnel, j'ai entendu parler de la société Megaverse. Je ne sais pas si vous avez une expérience avec eux. Je crois qu'ils font surtout leur beurre sur le secteur financier, où je crois la FINMA met des régulations pour que les banques préviennent leurs employés pour qu'ils sachent comment, ce que c'est qu'un cheval de Troie. Ils ont gamifié un petit peu comment former les gens sur les problématiques de cybersécurité. Ma question c'était, vous avez parlé du tableau de bord. Je serais intéressé de savoir qu'est-ce que vous recommanderiez d'avoir dans ce tableau de bord. Laurent? Bon, cette société, je ne la connais pas, mais il n'y a aucune forme de jugement, je ne les connais pas toutes, et donc
Non, je parle une société en général. Non, mais vous parliez tout à l'heure de société qui tableau de dispensait des bord pour le formations. conseil d'administration pour traquer si on est en sécurité d'un point de vue cyber. Oui, oui. C'est la première partie de la question. Dans le tableau de bord, je pense qu'il est important de le développer en prenant les principaux points de ce que j'appelle le catalogue de mesures et la checklist. De savoir, est-ce que les employés ont été sensibilisés? Je pense que ça doit être obligatoire. Parce que si vous dites à un employé de passer 1 heure derrière son PC à regarder une vidéo pour savoir s'il y a un risque informatique, s'il a le choix, il ne le fera pas. Nous-mêmes, c'est obligatoire. Et on ne peut pas se connecter si on ne le fait pas. Du coup, on le fait. Alors, c'est barbant, mais au moins, c'est fait, quoi. Et ça nous fait un refresh. Donc, est-ce qu'il y a eu ces formations? Est-ce qu'il y a eu des pénétrations? Et en combien de temps on les a détectées? Parce qu'avec les logs, on peut tout calculer. Ça peut qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? On peut avoir aussi si l'employé il était testé, parce que ce n'est pas uniquement la formation, c'est vrai qu'en suivant la formation, mais quand on fait un test phishing, par exemple, on a toujours, on n'a pas un cas de clients où ils ont eu la formation et qu'ils n'ont pas pressé le bouton phishing. Donc ça, c'est un cas très important, tester la formation. Aussi, c'est important, si c'est possible, de faire un assessment de maturité. Je trouve que c'est très important d'avoir cette information. Alors, quelqu'un d'externe est venu, il nous a fait une évaluation et notre niveau de maturité de sécurité, il y est bas, moyenne, catastrophe, voilà. Je trouve que ça, ce sont des informations quand même importantes et d'un niveau quand même un peu générique. Alors Arnaud, c'est comme les exercices d'incendie, hein, où une fois on surprend tout le monde, il y a l'alarme qui sonne, et on voit si tout le monde se retrouve sur la place à l'extérieur, tel que c'est prévu. On va faire du ethical hacking. C'est-à-dire qu'une fois ou l'autre, de temps en temps, c'est de prendre des gens qui vont, avec votre accord bien évidemment, hein, tester le niveau de sécurité de l'entreprise. C'est comme tu l'as dit, ça ne coûte pas très cher, mais ça permet de savoir où on en est réellement. Et je pense que comme conseil d'administration, on a la responsabilité d'encourager la direction à faire une fois ou l'autre ce genre d'exercice. Et déjà ça, c'est un bon indicateur du niveau de sécurité qu'on a au sein de l'entreprise. Oui, Laurent? En complément, alors un des soucis, c'est que si on va sur Google, enfin, ou un autre site, mais on tape cyber security, c'est noyé, quoi. Et entre les publications des Big Four pour les administrateurs, les machins, les autres consultants, vous retrouvez. Oui. En plus, donc c'est compliqué d'y retrouver ces petits, notamment pour les PME, parce que c'est très vite orienté contrôle interne, mais n'oublions pas cette courbe de Gauss et ainsi de suite, soyons pragmatiques, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'on ait juste le minimum, et ça peut très bien aller selon la société. Je vous recommande, si jamais, pour le tableau de bord, parce que je n'ai pas été très disert, j'ai trouvé un guide qui s'appelle le guide de cybersécurité pour les experts comptables. C'est français, c'est publié par l'Ordre des experts comptables français, c'est l'équivalent d'experts suisses. Ça a l'avantage d'être en français, d'être très complet. À la base, c'est l'Ordre des experts comptables français qui a développé ça pour cybersécuriser les cabinets d'expertise comptable en France. Et ils sont allés plus loin, c'est aussi pour conseiller les experts comptables pour qu'ils puissent conseiller leurs clients et les sensibiliser. Et c'est un bouquin de 100 pages, mais bon, c'est un PDF, quoi. Vous trouvez, je pense, des bonnes informations basiques, concrètes, pragmatiques, qui permettent d'avancer sans trop philosopher de manière conceptuelle. Trop souvent, c'est général ou trop compliqué ou pas adapté dans ce qu'on trouve. Et pour venir à la banque, il y a un exemple récemment où un client s'est fait hacker et l'hacker a copié son style et son adresse email et a envoyé un ordre de virement d'un montant de 600 000 francs à sa banque. La banque a effectué l'ordre, l'argent a été viré et après, bien sûr, il a disparu. Le client s'est plaint auprès de la banque en disant « Mais enfin, vous n'auriez pas dû exécuter cet ordre, vous auriez dû faire toutes les vérifications nécessaires. » Mais ils ont dit « Écoutez, ça venait de votre email, c'était dans votre style, j'allais dire presque avec les mêmes fautes d'orthographe ou les fautes de style. » Donc nous, on a exécuté l'ordre en toute bonne foi. Il y a un recours au tribunal fédéral et la banque a gagné.
Donc, c'est dire que le hacking, c'est des fois des choses plus subtiles, hein, mais qui peuvent avoir des conséquences extrêmement Et importantes. c'est dans ce cas qu'on n'a pas les risques uniquement de disponibilité, il y a le risque d'intégrité aussi, d'un hacking qui a changé une donnée. Et finalement, ça c'est aussi d'autres risques que c'est quand même important. Ça ramène l'importance d'être sécure. Hein. On revient à ton exemple avec les nuages de fumée, puis j'en rajoute un dos entre deux, et ça passe plus loin, oui. Oui, une question là, Aline. Attends, le micro. Ah, pardon, Damien, tu voulais poser une question? Excuse-moi alors, Aline, puis après Damien. Désolé. Oui, Aline Iso. En fait, c'était plus un commentaire qu'une question, puisqu'on parle des conseils d'administration. Et ce que je constate, c'est qu'on est souvent assez vigilant sur la partie des risques, également sur la formation des employés, mais que là où le bas blesse, la plupart du temps, c'est au sein du conseil d'administration lui-même, qui lui-même ne suit pas les formations que les employés suivent, qui ne se soumet pas aux mêmes tests que les employés, qu'on demande aux employés de faire, et qui parfois, même dans l'échange de documents, dans la communication à l'intérieur du conseil d'administration, je vois encore des conseils où on s'envoie des documents confidentiels et stratégiques via des adresses mail. Alors, je ne dis pas qu'elles sont plus attaquables ou que les plateformes destinées au board le sont moins. Je pense néanmoins qu'en termes d'exemplarité, on devrait déjà, nous, être formés et être formés aussi sur des choses aussi basiques que le sont parfois les employés, pas seulement sur les parties stratégiques, uniquement pour montrer l'exemple. Voilà, c'était juste mon commentaire. Merci de ce rappel, Aline. Je crois qu'il est tout à fait pertinent. Et c'est vrai qu'on voit certaines administrations qui n'emploient même pas des outils spécialisés, mais qui mettent tout sur Dropbox ou d'autres choses, ce qui crée des portes ouvertes finalement à toute forme de hacking avec des données très sensibles, puisque ce sont les données du conseil d'administration. Ouais. Merci de cet excellent rappel. Damien? Oui, Damien Bianchi, je travaille pour une société industrielle. Gabriella, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait le droit aux questions primaires. Ça. Ce qui a changé depuis le mois de mars, c'est que finalement, on fait énormément de visioconférences. Donc, on charge sur notre ordinateur privé, notre portable, ordinateur professionnel, WebEx, Zoom, Teams. Ouais. Pour l'instant, après, il va y en avoir encore d'autres. Alors, ma question, c'est pour animer nos conseils d'administration, de travailler. La question que je me pose, c'est finalement dans une optique de sécurité informatique. Est-ce qu'en chargeant toutes ces plateformes de visioconférence sur différents systèmes, on n'augmente pas finalement drastiquement ces risques en termes d'informatique? Parce que finalement, peut-être dans le canton de Vaud, pour ceux qui sont actifs dans le canton de Vaud, vous avez entendu que Zoom est agréé par l'État de Vaud, mais 2 jours après, dans un journal, vous lisez que la protection des données n'est pas garantie. Et l'Université de Lausanne, l'État de Vaud, les hôpitaux utilisent Zoom, et donc j'utilise Zoom. Mais du point de vue de la responsabilité de l'administrateur, ou même responsabilité tout court, qu'est-ce que vous pensez de l'explosion de ces plateformes qui nous permettent de travailler, tout simplement? C'est vrai, et c'est ça qu'on faut vraiment trouver la solution. C'est vrai qu'on faut continuer à travailler, donc là, c'est important. Zoom, il y a un problème, vraiment, mais ils ont déjà fixé, il n'existe pas plus. Mais c'est vrai que quand on fait n'importe quoi, ou même avec l'État, on n'avait pas du temps quand même de réfléchir quelle est la meilleure solution. On faut utiliser qu'est-ce qu'il y a disponible. Et Zoom, c'était la première option, par exemple, pour beaucoup de clients. Et voilà, finalement, il faut trouver. C'est plus important de continuer à travailler, donc utiliser quelque chose. Et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont choisi, par exemple, Teams ou Zoom comme la tool principale pour une communication. Et maintenant que tout s'est déjà établi, on est plus habitué avec cette nouvelle situation, on regarde en derrière et on regarde qu'est-ce qu'on a fait, on regarde si on faut ajouter un niveau en plus de sécurité, comme par exemple, si on utilise Zoom, on ne veut pas envoyer on faut envoyer toujours avec une approbation pour qui va participer d'un call. Par exemple, parce que Zoom, il y avait ce problème que n'importe qui pouvait connecter et on n'avait jamais l'option de dire oui, je suis d'accord avec cette personne venir et participer avec la call. Donc, il y avait les risques de quelqu'un qui ne s'était pas invité dans la call de participer dans la discussion. Donc, quand on trouvait le code, il pouvait s'inviter et assister à tout ce qui se partageait. Exactement. Ouais.
Je pense qu'il faut aussi du discernement, savoir qu'est-ce qu'on fait par Zoom et qu'est-ce qu'on ne fera pas spécifiquement par Zoom, si ce sont des conférences assez sensibles, et trouver d'autres outils. Vous avez remarqué une chose, vous transmettez des gros fichiers par WeTransfer. WeTransfer vous dit qu'ils ont le droit de garder l'information que vous avez transmise. Et donc, si vous employez des fichiers, une belle présentation avec toute information importante, ils ont le droit, dans les conditions, les petits caractères, de garder ça. Donc, envoyer un fichier qui est encrypté, par exemple. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps, c'est compliqué, il faut que je donne la clé d'encryptage séparément. Et c'est souvent par paresse qu'on se fait piéger. C'est une très bonne idée, exactement, encrypter, ajouter un password, ça va déjà ajouter une complication en plus pour une personne mal intentionnée. Donc, c'est déjà une solution très bonne. Merci. Alors, 2 questions, oui, monsieur, et puis après, encore Aline. Ah, pardon, excusez-moi, oui, alors, oui. Je voulais Maria. passer après. Non, vas-y, Maria, je n'avais pas vu. Non, je voulais faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, des problèmes de situations de crise. Je crois que l'importance ou la valeur du conseil d'administration par rapport à la cybersécurité, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir prévoir ou de se défendre des impossibles attaques, mais aussi ça serait complémentaire au fait d'avoir un plan B. Parce que je crois vous avoir compris que en fait la sécurité 100% ou la cybersécurité 100% n'existait pas. Donc il y a toujours une possibilité parce que les hackers normalement ils sont beaucoup plus vite que des compagnies comme vous par exemple. Donc ma remarque c'est ok d'accord, c'est très important que les conseils d'administration regardent tous les problèmes de cybersécurité, mais ça doit être ensemble avec un plan de contingence. Exact. Merci pour ce bon conseil. Une information complémentaire? C'est parfait, c'est exactement ça. Trouver une autre solution, comme par exemple, voilà, si on a une dépendance digitale, on faut faire un meeting, donc voilà. On va utiliser cette technologie et après, on verra, on regarde, par rapport à les risques, on faut trouver une solution, un plan B. C'est la question de toute concentration. Est-ce qu'on a un business continuity management? Mais ça, c'est valable cybersécurité ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait si tout à coup nos systèmes sont tous en bas. Ça peut être même par lettre. On n'a même pas besoin d'utiliser la technologie. Ça. Merci, monsieur. C'était pour revenir sur les 2 interventions de M. Frémont concernant la négligence ou concernant les fameux transferts des 600 000 francs. Fort probablement qu'une convention avait été signée par le client comme quoi il pouvait transmettre les ordres par email. Je ne veux pas dire ça pour le dédommagement ou de dédouanage de la banque. Je pense que donc pour ce genre de choses, il faudrait mieux se poser la question entre le conseiller et le client avant que ça arrive, de dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus sécurisé de transmettre les ordres et pas signer simplement une convention pour que et le conseiller, je le mets aussi, et le client ait la vie facile, mais ne pas attendre que les 600 000 francs soient plus sur le compte. Voilà. Merci pour ce bon conseil. On est toujours aussi, par exemple, sans les mots de passe, avec le double contrôle où je reçois le mot de passe sur mon téléphone séparé de l'email. On ne respecte pas toujours ces règles, souvent parce qu'on veut des choses rapides, simples, et c'est par paresse. Par contre, ça a des conséquences. Aline? Oui, moi je voulais juste encore repartager un petit retour d'expérience. Dans un des conseils où je suis, on a reçu une consigne qui paraît peut-être triviale, mais il y avait pas mal de personnes qui allaient faire traduire des documents sur Google Translate, enfin qui copiaient-collaient des documents et qui se rendaient pas compte que rien qu'en copiant-collant des documents, en fait, c'était pas quelque chose de confidentiel sur Google Translate. Donc, sans tomber dans la parano, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'être formé au conseil d'administration et puis qu'on ait un niveau suffisant pour pouvoir après faire des choix éclairés en assumant les responsabilités. On sait que si on fait la traduction sur Google Translate puis qu'il y a un problème, on prend le risque et on l'assume. Et puis juste encore une chose, si jamais pour les visios, il y a une entreprise suisse qui a Infomaniac qui a sorti aussi un système. Donc après, c'est aussi le choix des outils et pas forcément que les comportements et les usages. Voilà. Merci. Ce qui est valable pour Google Translate, c'est valable aussi avec DeepL, parce que tout le monde adore cet outil, par exemple. Et c'est vrai que déjà, si le contenu est mis là, il peut être accessible à d'autres personnes. Donc c'est ce discernement qu'on doit avoir entre qu'est-ce qui est, je dirais, pas absolument essentiel et que si quelqu'un le trouve, c'est pas grave, et quelles sont les choses qu'il convient à tout prix de protéger. Ouais. On arrive au bout parce qu'il est déjà 7 heures.
Je crois, Laurent, que tu as peut-être une petite synthèse là, de take-home value. Oui. Hein, quand même se rappeler un petit peu quels sont les bons conseils pour les administrateurs, qu'est-ce qu'on doit vraiment faire. Et je crois que c'est une synthèse. Ça a plus valeur de synthèse de ce qu'on a discuté et présenté ce soir. Est-ce que le risque est avéré? Oui, le risque, je crois qu'il est clair. Est-ce que l'administrateur, est-ce que sa responsabilité peut être engagée? Oui, sa responsabilité peut être engagée. Moi, je peux que vous encourager, si ce n'est pas le cas, déjà d'agir à travers cette méthode qui se veut justement assez diplomate pour apporter la problématique à un conseil d'administration de PME un peu obsolète par rapport aux commentaires que j'ai entendus chez certains, ou des administrateurs qui se rendraient pas bien compte de la réalité. Je pense qu'en traversant cette méthode, gestion des risques, s'il y a un risque, qu'est-ce qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie, qui la met en œuvre et qu'est-ce qu'on fait, comment on la contrôle. C'est une manière assez diplomate dans le conseil d'administration qui ne serait pas habitué de parler de ça, d'aborder la problématique. Donc les 3 questions de base, c'est l'entreprise considère-t-elle qu'elle fait face à un cyber-risque? Est-ce qu'il y a un risque qui est important? Et si oui, est-ce qu'elle le surveille et comment? Quelles sont les données les plus critiques? Quels sont les actifs les plus critiques au sein de l'entreprise qui pourraient être attaqués et quelles pourraient être les conséquences? Et si un incident se produit, quelqu'un l'a, oui, c'est le plan B, c'est le plan de contingent. Lorsqu'un incident se produit, et il finira par arriver s'il n'est pas déjà arrivé, est-ce qu'on peut le détecter et est-ce qu'on a des processus en place pour réagir et non pas réinventer la roue? Et n'oubliez pas, le ton vient d'en haut. N'attendez pas des employés de l'entreprise dont vous êtes administrateur qu'ils viennent pallier à des défaillances dans le système d'information, dans la sécurité de cette information. Le ton vient d'en haut. Si le board n'a pas cette conscience, qu'il ne la transmet pas, il ne la transmettrait éventuellement pas à la direction et qu'il ne met pas en œuvre, ce n'est pas l'employé qui va tout seul dire finalement je ne vais plus chez Starbucks. On pourrait faire le lien avec l'exemple de Gabriela, je n'ai rien contre Starbucks. Parfait, merci pour cette synthèse. Je vous en prie. Merci Gabriela, merci Laurent. On se rappellera de ce petit appareil-là. Oui. En se disant, faisons attention quand je vais au Starbucks la prochaine fois, c'est pas cher. Ah bah tiens, je vais me lancer comme hacker professionnel, alors si c'est pas cher, je vais changer de profession. Donc, merci beaucoup de vos éclairages. Vous restez après encore pour la partie réseautage, donc on pourra encore vous poser quelques questions durant la suite de la manifestation. Bravo et merci. Merci. Et je laisse maintenant Sandrine nous faire quelques mots de conclusion et nous parler des prochains événements. Oui, merci Dominique. Comme d'habitude, je fais une petite conclusion, évidemment. La conférence a été riche, alors je ne vais pas tout répéter, ça ne sert pas à grand-chose, mais j'espère que, comme moi, vous partirez avec des précieuses informations. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que, dans le fond, tout le monde est un peu, maintenant, quand même, sensibilisé au fait qu'il y a des risques, y compris pour soi-même, mais pas forcément des conséquences. Et c'est vrai que dans mon activité, à plusieurs reprises, il m'est arrivé de discuter avec des entreprises, des PME, qui ont été confrontées soit à des bugs ou alors à des rançonnages qui ont eu des conséquences assez graves quand même pour elles, à la fois opérationnelles, parce que quand vous avez votre liste client qui est plus accessible ou que les commandes ont disparu, vous pouvez cesser votre activité. Et puis ça, alors quand on rançonne, on n'est pas préparé. Vous parliez de plan B. On m'a aussi raconté une entreprise qui avait un très joli plan B, extrêmement bien fait, mais qui était dans l'informatique. Alors au moment où on a dit il va contacter les personnes qui peuvent nous aider, on n'avait pas les numéros. Alors ça paraît peut-être un peu bête et trivial, mais c'est vrai que parfois le papier peut encore avoir du bon. Voilà. Et puis les risques, il y a les risques opérationnels, je viens de le dire, mais aussi les conséquences financières, et puis vous l'avez bien dit, la réputation. Alors si on est captif de Google, de WhatsApp ou autre, je ne suis pas sûre qu'on soit toujours captif de certaines PME, et en fonction des données qui ont été perdues ou autres,
je pense que la réputation, elle est difficile à récupérer. La confiance entre le client et l'entreprise, elle est quand même essentielle. Et si on a mis des années à construire cette relation, on mettra encore d'autant plus d'années pour la reconstruire après coup. Et c'est quand même assez dommage. Voilà. Vous aviez parlé des outils. Et un peu plus loin aussi, moi je me disais le facteur humain, parce que c'est vrai que dans le fond, on a tous un peu les outils, on en est conscient. Et je crois que les outils, l'exercice de l'intrusion, moi j'en ai aussi eu une. C'est vrai qu'on est vite confronté où on se rend compte que les choses peuvent être extrêmement bien faites. Il y a des choses très vulgarisées, on se rend bien compte que c'est du hacking, puis d'autres fois, contre le style, on ne se rend pas compte. Enfin, c'est tellement bien fait qu'il faut vraiment être très vigilant. Et puis, sensibiliser le personnel, c'est essentiel. Et puis, pour finir, j'ai retenu dans le fond qu'il faut avoir une vraie stratégie au niveau du conseil d'administration. Et c'est vrai que je pense que dans certains conseils d'administration, peut-être de PME ou d'autres, on laisse ça souvent à l'opérationnel. C'est l'IT qui s'occupe de la cybersécurité et on n'a peut-être pas ce concept parce que nous-mêmes, on n'a pas les compétences aussi. C'est difficile. Tout le monde dans le conseil n'a pas ces compétences. Maintenant, on inclut des conseillers qui sont plus spécialisés là-dedans, mais peut-être que si on n'a pas les compétences, il faut s'en rendre compte et puis recourir à des personnes externes qui peuvent nous appuyer aussi dans ces démarches. Voilà. Et puis, je rebondis un peu. On a parlé cybersécurité, mais c'est vrai que c'est lié aussi à la protection des données. On voit que politiquement, c'est quelque chose qui est très actuel, où on a des enjeux à la fois nationaux, mais aussi internationaux. On a des guerres en fond de force, des guerres commerciales entre les États par rapport à ces données. On voit ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, notamment. Et puis, on essaye de trouver des solutions qui, à la fois, protègent les citoyens et les données, mais n'empêchent pas les entreprises d'exercer leurs activités. C'est une balance, dans le fond, qui n'est pas toujours facile à trouver. Et on le voit en Suisse, notamment avec la révision de la loi sur la protection des données, qui est depuis quelques années déjà au Parlement. Là, on arrive un peu à la fin, mais on voit qu'effectivement, les tendances sont assez contrastées. Et de trouver un équilibre, c'est pas tout simple. Et puis j'en profite, comme ça j'ai fait un peu de teasing. Il y a la prochaine newsletter du Swissboard Forum qui va paraître ce mois, je pense la semaine prochaine. Et puis vous verrez qu'il y a effectivement, j'ai écrit un article sur la protection des données et des enjeux nationaux et internationaux de cette protection. Voilà. Ça c'était pour terminer dans le fond sur la cybersécurité. Donc merci beaucoup pour votre rapport. Et puis, alors, je vous annonce déjà notre prochaine conférence qui aura lieu le 29 octobre. Nous allons être optimistes, nous allons pouvoir la faire en présentiel. En tout cas, nous avons dû changer le lieu. Comme aujourd'hui, nous avons dû changer le lieu, nous irons à l'Hôtel de la Paix. Ceci pour vous assurer que le respect des distances sociales soit respecté. Le sujet, ce sera les enjeux stratégiques de gouvernance dans les coopératives, avec comme conférencier Madame Paola Guiani, de la Fédération des coopératives Migros, Romand d'énergie et Transitech Ingénieur, et Monsieur Olivier Roussy, administrateur indépendant, notamment à la Raiffeisen Suisse, mais aussi administrateur et fondateur de Major Invest SA. Donc une belle conférence à suivre, à laquelle je vous recommande de participer si vous le pouvez. Voilà. Alors, je vous remercie d'être venus. Je remercie aussi vous, public, d'être venus, malgré les nouvelles mesures Corona dans le canton de Vaud. C'était un plaisir de vous retrouver après une conférence en mai que nous avons fait, dans le fond, tout seul ici dans cette salle, rediffusée sur le net, une assemblée générale qui s'est tenue par voie, ma foi, écrite. J'espère que nous aurons le plaisir de continuer à pouvoir échanger comme ça. C'est quand même beaucoup plus agréable.
Je dis au revoir à ceux qui nous suivaient en live streaming et pour ceux qui sont présents, nous avons préparé un petit apéritif. Je dis Corona compatible parce que dans le fond, vous serez servi, mais il faudra vous asseoir à une table pour pas avoir trop de mouvements. Mais sinon, toutes les mesures ont été prises, que vous soyez en sécurité. Alors si vous le souhaitez, évidemment, c'est pas obligatoire. Mais restez un petit moment avec nous pour échanger, c'est toujours agréable et on se retrouvera à la cafétéria à la sortie. Voilà. Je clôture cette séance et en vous remerciant et en vous disant à bientôt. Merci beaucoup. Merci.